Bonjour Dominique, merci de nous accueillir en Skype puisque nous faisons cette interview lors du confinement. Cette seconde interview d'experts pour l'humour. Bienvenue. Bonjour Anne-Catherine, merci de m'accueillir en tant qu'expert. Je vais essayer d'être à la hauteur de vos espérances et en tout cas, merci de votre attention sur un sujet qui me tient à cœur et qu'on va explorer ensemble. On va l'explorer ensemble. Le sujet que nous traitons aujourd'hui, c'est la comptabilité CARE et vous allez tout nous expliquer sur cette méthode comptable. Pouvez-vous, pour commencer, nous dire quel est votre parcours professionnel et comment on passe du secteur bancaire à celui de ferme d'avenir pour lequel vous travaillez aujourd'hui? Mon parcours professionnel, alors à l'origine, mes parents étaient agriculteurs et je suis ingénieur agronome, mais j'ai dérivé et en fait j'ai travaillé après une petite période dans le conseil dans la banque, une petite banque privée, ensuite le Crédit Lyonnais. Crédit Agricole, Crédit Lyonnais après la fusion dans le cadre de Calion qui est maintenant Cassib. Ensuite Société Générale et une grande partie de ma carrière bancaire a été faite dans la banque d'investissement sur la valorisation des produits financiers. Et à la Société Générale où j'ai passé mes 10 dernières années, j'étais à la direction financière. Et en fait, il y a eu une conjonction, une combinaison d'événements qui m'ont permis d'avoir l'évolution. C'était tout d'abord le plan un mécénat de compétences qui fait partie des actions de la Société Générale vis-à-vis pour accompagner la société, de mettre à disposition des compétences dans des associations ou des ONG. Donc ça, c'est donc le plan un mécénat de compétences. Et puis un plan senior pour faire place aux jeunes, où effectivement, des cadres comme moi en fin de carrière, on laisse la place aux jeunes et on est détaché dans des associations dans le cadre de ce mécénat de compétences. Et du coup, j'ai proposé à la Société Générale Ferme d'Avenir, parce que j'avais vu le film On a 20 ans pour changer le monde, un film qui a été fait à l'époque par l'association, qui avait été présenté par Maxime de Rostolan lors du festival Atmosphère auquel je participais à Courbevoie. Et ça leur projet de promotion de l'agroécologie m'avait effectivement m'avait tenté, et m'avait même séduit, et reconstituer une sorte de retour aux sources, fils d'agriculteur agronome, finalement, apporter mes compétences dans la promotion de l'agroécologie, ça correspondait à quelque chose qui, finalement, résonnait par rapport aux valeurs que j'avais développées, notamment en regardant l'actualité, en constatant la dégradation du climat, la dégradation des sols, la dégradation de l'environnement et les actions nécessaires à faire pour contrecarrer cette dégradation, pour les restaurer et permettre à l'environnement et à la Terre d'accueillir encore pour longtemps l'humanité. Donc voilà, c'est pour faire court. Donc finalement, je suis revenu aux sources grâce à ces actions de la Société Générale vers la société civile. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Ferme d'Avenir, vous pouvez nous dire quelques mots pour situer à peu près cette organisation, cette structure? Alors, Ferme d'Avenir, c'est une association qui a été créée en 2013 par Maxime de Rostelan. Et elle a pour vocation de promouvoir l'agroécologie. Et c'était la vision qu'avait Maxime à l'époque de cette nécessaire transition agricole ou cette autre agriculture qui puisse à la fois respecter la nature, mais également nourrir correctement l'ensemble de la population, et ce que permet l'agroécologie, puisque c'est utiliser la nature sans la dégrader pour produire des aliments et de qualité, des aliments sains. Et cette association, elle a quatre activités. Une, accompagner les actions de production, accompagner par le conseil ou par diverses aides les agriculteurs à transitionner vers l'agroécologie. Donc c'est l'accompagnement technique. Il y a un accompagnement financier à travers le financement via une plateforme qui s'appelle Bluebees ou à travers un concours Ferme d'Avenir, donc le financement. La troisième action d'accompagnement, les formations.
formation à la permaculture, à l'agroécologie, et puis on y reviendra également à comment bien compter pour accompagner cette transition, et puis l'influence. Et dans le cadre de cette influence, ben, faire des plaidoyers, faire passer le message qu'il faut changer, que c'est possible, et que cette transition, elle nécessite de la volonté, mais mais qu'elle est possible, que ce soit techniquement ou financièrement, dès lors qu'on y met les bonnes priorités. Et cette association, maintenant, fait partie du groupe SOS, qui est un des plus grands, on croit le plus gros groupe des entreprises sociales et solidaires en France, puisqu'il y a 15 000 collaborateurs, avec un certain nombre de secteurs qui sont les pôles historiques, solidarité, santé et jeunesse, et donc le secteur transition écologique, dont fait partie Ferme d'Avenir. Ok, donc vous l'avez dit, notre sujet aujourd'hui, vous êtes chargé de mission pour Ferme d'Avenir, pour la mise en œuvre de cette comptabilité CARE, qui est une triple comptabilité. Est-ce que vous pouvez nous présenter CARE et nous dire quelle est la différence entre l'approche conventionnelle, on va dire entre guillemets, de la comptabilité actuellement et la méthode CARE? C'est quoi CARE exactement? Alors donc comment, après, en fait, je suis tombé un peu par hasard sur CARE, puisque dans le cadre des actions d'influence, Ferme d'Avenir a fait un plaidoyer pour une agriculture innovante, hein, qui soit respectueuse à partir d'agroécologie. Et une des convictions qu'a Ferme d'Avenir, c'est qu'on ne peut pas accompagner, on ne peut pas avoir une bonne trajectoire dès lors qu'on ne compte pas correctement. Et alors, au départ, je me suis dit, tiens, c'est quoi CARE, et on appelait comptabilité triple capital. Maintenant, on dit plutôt comptabilité multicapitaux. Et je dois dire que depuis que j'ai regardé ou que j'ai vu cette méthode, en fait, ça m'a transformé, puisqu'en fait, moi, j'ai passé toute ma vie une grande partie dans les directions financières et dans les problématiques de valorisation. Et je me suis aperçu qu'en comptabilité conventionnelle, on comptait beaucoup de choses de façon complexe, mais on ne comptait pas nécessairement ce qui est le plus important. En fait, une comptabilité classique, hein, telle qu'elle a été créée au départ, elle a été créée enfin, depuis très très longtemps, hein, parce que là, il y a eu des comptabilités dans les temps chez les Assyriens, chez les Mayas, etc. Mais je dirais quelque part, la comptabilité telle qu'elle est aujourd'hui a été développée par les marchands vénitiens, donc la comptabilité en partie double. Et l'objectif, c'était pour celui qui met de l'argent dans une structure, bah, d'être sûr que son argent, son capital financier est préservé, que la structure, l'entité qu'il va créer, pour un marchand vénitien qui met de l'argent dans une société d'armateurs pour exporter ou importer des produits, bah, être sûr que les 100 000 ducats qu'il a mis dans cette société, à la fin, même s'ils ont disparu avec l'achat d'un bateau, bah, à la fin, à travers les dividendes ou les remboursements du capital ou des dettes, qu'à la fin, l'argent n'est pas perdu. Donc il y a un objectif en fait de la comptabilité qui est la préservation du capital financier. Donc ça, c'est la fonction technique de compter. Et dans la comptabilité conventionnelle, il y a quand même une autre extension, ce n'est pas que préserver, c'est aussi dans le mot de comptabilité. En anglais, il y a le mot accountable. Quelqu'un qui est comptable, il est comptable vis-à-vis de la société ou de ses actionnaires, de ses actions. Et donc la comptabilité, ça permet également de visualiser quels sont les engagements qu'a la société vis-à-vis de ses actionnaires. Et puis le directeur comptable, il est lui, à titre personnel, intimement responsable de produire une information fiable, sincère et fidèle pour l'usage des différentes parties prenantes, ses actionnaires, ses banquiers et l'ensemble des personnes qui sont concernées par la viabilité d'une entité. Donc là, et de juger de la solvabilité et de la capacité de cette entité à faire face à ces différentes échéances, notamment financières. Et alors simplement, CARE élargit le périmètre, c'est que pour une société, pour aboutir à ses fins, ben, préserve le capital financier et essaie de dégager des profits pour enrichir et faire grossir l'ensemble des personnes qui bénéficient de cette société, que ce soit les actionnaires, les salariés ou les clients ou les banquiers ou ceux qui la financent.
Donc, mais pour atteindre cet objectif-là, une société a besoin de capital financier qui est mis à disposition, par exemple des 100 000 du CA, mais elle a besoin également des hommes, des employés, des voisins, de la société civile, des clients. Et elle a aussi besoin de la nature. Elle a besoin de la nature. Pour une ferme, c'est évident. Elle a besoin du sol, de l'eau, de l'air. Pour une société industrielle, elle a besoin de pétrole. Une grande utilisation de la nature des sociétés industrielles, c'est de recracher la fumée dans l'atmosphère. C'est un usage qui s'est développé, hein. C'est un des problèmes d'ailleurs du réchauffement climatique. Donc cette utilisation ou cette usure de la nature et de l'homme et également fait partie de ce qui permet à une société de fonctionner et de dégager un profit financier. Et l'objectif de CARE, c'est d'intégrer dans la comptabilité non seulement la préservation du capital financier, mais également la préservation du capital naturel, donc de la nature, de l'eau, de l'air, du sol, des forêts, mais également du capital humain ou des capitaux humains qui sont le patrimoine, les employés, la société civile. Ça peut être également la culture, ça peut être ce qui compte d'un point de vue humain et qu'on trouve capital, le mot capital, qu'on trouve capital de préserver. Donc, on peut dire que CARE, c'est une méthode de comptabilité qui interconnecte l'ensemble de ce qui fait fonctionner un système. Oui, ça, en un mot, c'est effectivement l'ensemble des éléments, qui soient financiers, naturels ou humains, et qui permet d'avoir une vision de l'ensemble des dettes que peut avoir une société vis-à-vis non seulement de la finance, mais de la nature et de l'homme, et de valider ou de vérifier la solvabilité de l'entreprise vis-à-vis de ces trois types de créanciers. Si on devait synthétiser, quels sont les axiomes de CARE? Alors, dans les principes de CARE, en fait, il y a donc CARE, Comprehensive Accounting in Respect of Ecology. C'est une méthode qui a été créée par Jacques Richard et Alexandre Rambaud. Donc Jacques Richard, professeur émérite de Dauphine, et Alexandre Rambaud, qui est maître de conférences notamment à AgroParisTech et Dauphine, et qui est le responsable de la chaire de comptabilité écologique de AgroParisTech Paris-Dauphine. Et donc, dans les concepts qui est créateur de CARE, c'est effectivement la perception qu'ils avaient du manque de la comptabilité aujourd'hui pour permettre la préservation des capitaux naturels et humains qui étaient utilisés par une entreprise. Et en termes d'action, c'est de dire, effectivement, le premier axiome d'un point de vue sociétal, c'est qu'on a besoin de ces trois capitaux pour faire fonctionner l'économie, ce qui est différent des principes fondateurs de l'économie, hein. Jean-Baptiste Say disait qu'il n'y avait pas besoin de mesurer ou de comptabiliser la nature puisqu'elle elle ne coûtait rien et qu'elle n'était pas et qu'elle était inépuisable et l'économie n'avait pas besoin de se préoccuper de ces aspects-là. Et ce qui est d'ailleurs retranscrit dans les différentes revues de chercheurs économiques ou économistes, il y a très peu d'articles dans lesquels on parle du climat ou de l'environnement. C'est un sujet qui est ignoré des chercheurs en économie, enfin qui est ignoré à 99,5%. Donc, dans les principes, c'est de dire, effectivement, on a besoin de la nature et de l'homme, donc c'est un axiome d'un point de vue sociétal, et que la préservation de ces capitaux naturels et humains nécessite une étude ontologique très précise. En fait, il n'y a pas une réponse qui est donnée sur ce que c'est un sol, ce que c'est préserver un sol, préserver un climat, préserver un homme. À chaque fois, il y a une question à se poser et il faut définir la nature du capital. Qu'est-ce que ça veut dire le préserver? Quel est l'impact qu'on peut avoir sur ce capital et comment on peut le préserver? Et donc, ça nécessite une étude ontologique très précise. Donc, ça, c'est les axiomes généraux. Et du point de vue de l'organisation, il y a en fait, donc, au-delà de ces deux axiomes, il y a en termes d'axiomes le premier axiome qui est de reconnaître pour une entreprise qu'elle a besoin pour elle de la nature et l'homme pour faire un profit, que son activité a un impact sur la nature et l'homme, qu'elle le dégrade. Ça, c'est le deuxième axiome. Le troisième axiome, c'est que c'est de sa responsabilité de la restaurer, c'est-à-dire de préserver
les capitaux qui sont utilisés. Et le dernier, quatrième axiome au niveau de l'entreprise, c'est que l'ensemble de ces coûts de ces efforts de préservation doit être intégré dans les états financiers. Ce n'est pas en extra-financier, c'est bien dans les états financiers pour valider et certifier la solvabilité de l'entreprise vis-à-vis de trois capitaux, non seulement du capital financier, mais des capitaux naturels et des capitaux humains. Donc voilà les axiomes. Et donc en synthèse, pour qu'il y ait capital, il faut qu'il y ait une préoccupation de préservation. Il faut qu'on soit capable de qualifier ce que ça veut dire de préserver, qu'il y ait un indicateur de préservation sur lesquels on va pouvoir mettre des efforts. Et le troisième sujet, la troisième condition, il faut qu'il y ait un processus de préservation. Une fois que j'ai cassé un capital, il n'y a plus de préservation, je suis en faillite. Donc il faut qu'il y ait la capacité d'avoir les trois. Préoccupation, capacité de définir et d'avoir un indicateur. Et troisième point, possibilité de préserver. Et en termes de, comment dire, et donc c'est cet élément-là qui m'amène aussi, en fait, le dernier point, c'est qu'en fait le capital est considéré avec ses coûts de maintien et comme une dette. C'est qu'on reprend le capital comme un passif d'une société et non comme un actif. On peut parler, tiens, je veux faire fructifier mon capital, je veux développer mon capital naturel ou mon capital humain. D'un point de vue comptable, ce qu'on veut viser à travers CARE, c'est d'identifier quelle est la dette de l'entreprise ou de l'entité vis-à-vis de la nature et l'homme, quels sont les efforts qu'elle doit faire pour les préserver et comment elle peut faire pour minimiser ces efforts. Donc en fait, ça c'est la stratégie d'évitement. Donc une entreprise qui va être respectueuse de l'homme et de l'environnement, ça va lui coûter moins cher en termes d'efforts, donc le capital sera moins élevé, c'est bien un passif. Et donc, donc au niveau de cette entreprise, c'est d'essayer d'éviter. Et également, c'est l'ensemble des efforts pour restaurer la nature, les capitaux naturels et humains qui ont été utilisés pour l'activité économique ou profitable de l'entreprise, pour dégager un profit. Et le profit qui sera dégagé, c'est le profit après coût de préservation. Parce le profit distribuable aujourd'hui financier, qu'on peut voir sur lequel on peut distribuer des dividendes, en fait, aujourd'hui, une partie de ces profits sont des profits non durables, c'est-à-dire des profits dont une partie devrait être dédiée à la restauration des capitaux naturels et humains qui ont pu être dégradés. Alors, je peux prendre peut-être un exemple ou une métaphore sur l'évaluation des capitaux. Il y a une métaphore que j'utilise assez souvent qui est, en fait, on peut définir que la relation qu'on a avec une personne, qui est l'amour, peut être considérée que si on considère que c'est capital, donc c'est la première partie de l'analyse ontologique, si on estime que c'est important, c'est quels sont les efforts que je vais y mettre. Alors ça ne veut pas dire que je vais mettre la personne avec qui j'ai une relation à mon actif, je ne la détiens pas, ça ne m'appartient pas. Alors il y a des activités dans lesquelles on peut mettre l'amour à l'actif, mais elles sont éthiquement et légalement critiquables. Dans le propos, la relation qu'on va avoir une personne, c'est plutôt l'ensemble de ce que je vais faire pour préserver ma relation. Alors d'abord, je vais éviter de la dégrader. Donc ça, c'est la stratégie d'évitement. Je vais avoir un modèle d'affaires ou une façon de me comporter où je vais essayer. En fait, on peut essayer, on peut ne pas y arriver, mais d'avoir un comportement qui évite de dégrader la relation. Ça veut dire faire attention. Ça veut dire ne pas rentrer trop tard. Ça veut dire un certain nombre de choses qui montrent que vous vous préoccupez de la personne avec qui vous vivez. Ça, c'est la stratégie d'évitement. Puis après, vous vous dire peut-être que ça ne va pas être suffisant. C'est qu'est-ce que je vais faire comme effort en plus parce qu'il ne s'agit pas de mettre mon amour au frigo, il faut qu'il se développe, et donc on met un peu de fun, ça peut être un budget restaurant, ça peut être un budget temps à passer ensemble, c'est un budget vacances, etc. Et je me dis, quel horizon de temps sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce qu'il faut aussi se définir un horizon de temps pour valoriser le capital dont on parle. Et je vais, si je dis qu'il faut que je mette 1000 euros, l'équivalent de 1000 euros par an sur 5 ans, mon capital va être l'ensemble du montant que je vais mettre de côté, qui va être ces 5000 euros qui seront ma dette vis-à-vis de mon capital amour. Et en face, je mettrai un actif que j'amortirai. Et après, progressivement, en face de cet amortissement, je vais faire les actions de préservation qui seront une dépense et dont la dépense sera offsetée par un produit qui sera en moins de ma dette. Et ma dette,
va progressivement être remboursé. Et après, il faudra que je vérifie avec quelques indicateurs que mes actions ont été efficaces. Parce qu'en fait, je peux aussi avoir identifié des actions, mais qui n'ont pas d'efficacité. Donc, il faut aussi, CARE, c'est aussi dynamique. Ça vise à piloter l'ensemble des efforts de préservation. C'est pas, les choses ne sont pas définies une fois pour toutes. Il y a bien en permanence de vérifier, soit en testant le climat, soit en testant les voisins, soit en testant les salariés, que les actions qu'on a préservent bien ces différents capitaux. Et puis après, si je change mon modèle d'affaires, si je rentre plus tard, si je fais moins attention, ça va me coûter plus cher. Et puis il y a une limite à laquelle ma relation ne survivra certainement pas. Si je commence, alors c'est un peu genré parce que c'est en général les hommes qui tapent les femmes, c'est dommage, mais c'est comme ça. Enfin, c'est malheureux pour les hommes, c'est malheureux aussi pour les femmes d'ailleurs. Et donc, si ça arrivait, et ben là, en fait, mon capital amour ça devient de plus en plus cher pour le préserver. Et il y a un moment où ça casse. Et là, mon capital devient infini. Donc, une fois que j'ai cassé un capital, ben, je n'ai plus de solvabilité, le capital devient infini. Alors, on peut reprendre un exemple plus concret pour revenir sur l'économie ou des choses d'actualité. Par exemple, par rapport au climat, pour respecter la trajectoire du GIEC, qui peut être l'indicateur de respect du capital climat, les centrales nucléaires peuvent apparaître comme étant une bonne solution d'un point de vue bilan carbone. Par contre, il faut qu'on ait une analyse ontologique sur quel est l'impact des déchets nucléaires pour savoir c'est quoi l'impact des déchets nucléaires en termes d'impact. Qu'est-ce qu'on est prêt à tolérer ou à ne pas tolérer? Donc il y a un choix de société de ce qu'on peut tolérer. Qu'est-ce qu'il est possible ou pas en termes de retraitement ou pas, et d'avoir une analyse objective et de faire un choix. Et une fois qu'on a fait son choix, on s'y tient. Alors on pourrait dire, les déchets nucléaires, c'est intolérable. Dans ce cas-là, le capital nucléaire central, le capital naturel d'une centrale nucléaire est infini. Ou alors, je pense que je vais pouvoir y arriver. Et dans ce cas-là, avec les investissements donnés, son capital naturel, ce soit l'ensemble des efforts ou du coût de retraitement des déchets pour que ce soit admis par l'ensemble de la société comme étant tolérable. Et donc, on voit également que dans le choix du capital, il y a un débat à avoir, un débat scientifique, mais également un débat de société pour savoir ce que l'ensemble des parties prenantes sont prêtes à admettre ou à ne pas admettre. Et donc finalement, on s'aperçoit aussi qu'avec CARE, au-delà des actionnaires, qui sont les principaux décideurs dans une société, on doit rajouter également les parties prenantes, qui doivent être des représentants des capitaux naturels et humains, pour être sûr qu'à la fin, on est bien d'accord sur les capitaux à préserver et que les capitaux qui sont préservés le sont avec les indicateurs et avec les efforts qui sont en phase avec les objectifs qu'on s'est fixés. Et l'intérêt de la comptabilité, c'est qu'elle est en partie double, hein. Rien ne se perd, rien ne se crée. Et on peut avoir aussi des certifications par les auditeurs. Donc on peut également avoir une transparence et une certification indépendante de la validité de ce qui est fait en termes de préservation des capitaux naturels et humains. De la même façon que les capitaux financiers. Vous parliez justement à l'instant de choix de société. Ce choix des capitaux, des valeurs à intégrer, à préserver, ça peut faire l'objet d'un débat démocratique qui nous amène à nous questionner sur notre rapport au vivant. Oui, ça refonde la façon, effectivement, ça repose, ça force de poser, effectivement, de se reposer. Déjà, l'intérêt de CARE, c'est de se poser la question, à quoi je tiens? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui n'est pas important? Et c'est aussi, ça repose la façon dont on parle, ou la relation qu'on a avec le vivant. Et également, non seulement avec le vivant, mais avec les voisins. Parce que ça repose la question de ce que je fais, quel est l'impact sur la nature ou sur les autres personnes. Donc ça re-questionne également la relation qu'on a les uns avec les autres. Et on s'aperçoit d'ailleurs de la fracture qu'on a aujourd'hui, hein, puisqu'on ne s'intéresse pas tellement à l'impact de ce qu'on fait vis-à-vis de la nature. On le voit au quotidien sur la dégradation autour de nous. Et ces dégradations qui continuent. On a le sentiment que parce qu'on parle beaucoup d'écologie, on préserve plus la nature. En fait, c'est faux. C'est depuis qu'on en parle, plus on en parle, plus elle est dégradée. Donc en fait, on a une relation aujourd'hui qui est biaisée, c'est qu'on se dit, c'est pas bien de dégrader la nature, il faut préserver les forêts, il faut préserver l'eau, etc. Mais en fait, de façon concrète, chaque jour qui passe, on fait plus mal que la veille. Donc malgré
les efforts qui sont faits, donc ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais les efforts que l'on fait sont inférieurs aux dégradations naturelles qui sont produites par notre environnement. Donc il faut également, dans les relations qu'on a avec le vivant, avoir une vision objective de notre impact. Quand on parle de croissance verte, si on veut respecter la trajectoire du GIEC, ça veut dire que pour chaque Français, il faut passer de 10 tonnes par an de CO2 émis ou consommés, émis et consommés, à 2 tonnes. 2 tonnes, 2 ou 3 tonnes de CO2, c'est je construis 7 mètres carrés dans ma maison, bah c'est fini. Ou je mange 400 repas avec de la viande, c'est fini. Ou je fais un aller-retour Paris-New York, ou je fais 12 000 km en voiture. Alors évidemment, il va falloir que je fasse un choix qui va être un mix de ce que je vais pouvoir faire entre les différents budgets de consommation carbone que j'ai. On voit exactement là qu'effectivement notre relation va changer et il faudra bien qu'on ait un pilotage transparent des efforts à faire, parce qu'on voit que les efforts seront importants, et qu'ils soient légitimes pour tout le monde. On voit très bien à travers le débat du coronavirus que le problème de la légitimité, dès lors que les choses sont légitimes, bah, il n'y a pas de problème. Même si c'est compliqué, l'ensemble de la population, de la société se mobilise. Mais il faut que ce soit légitime, il faut que ce soit transparent, et il faut que ce soit fait avec l'implication de tout le monde. Et l'enjeu de l'avenir de la planète va nécessiter un changement de relation entre nous. Et il y a un excellent livre d'Édouard Jourdain sur justement la comptabilité environnementale, dans laquelle il fait le lien avec la nécessité d'avoir une démocratie fédérative à l'appui de la mise en place de CARE. Après, on en reparlera. Après, c'est pas le CARE ne veut pas dire nécessairement le grand soir. On peut y arriver progressivement. Donc c'est là où il faut retrouver une trajectoire. Mais à terme, si on retrouve la bonne trajectoire, on peut sortir de la spirale infernale qu'on voit aujourd'hui où on détruit la planète, on détruit les hommes et on a beaucoup de mal à vivre ensemble. On voit bien avec les Gilets jaunes que même en France, qui est un pays entre guillemets riche, bah, ensemble, on ne vit pas bien ensemble. On n'arrive pas à retrouver quelque chose qui nous mobilise de façon positive. Et donc, CARE, c'est progressivement remettre le système, les systèmes financiers plus la révolution industrielle nous ont mis dans une logique d'individualisme et de destruction qui a pu être compensée par un certain confort et qui a rendu tout ça possible. CARE, c'est une possibilité de réinverser la façon de revoir les choses pour remettre une dynamique positive de l'ensemble de la société, des forces économiques en lien et en cohérence avec la nature et avec les hommes. En fait, en une synthèse, CARE, c'est aussi une façon de réconcilier la finance et l'environnement. Moi, j'ai envie de vous poser une question un peu sociologique. Vous dites effectivement, on détruit l'environnement, on en est conscient. Majoritairement, on en est conscient et pourtant, on est dans une dissonance cognitive profonde qui fait qu'on ne change pas. Votre avis là-dessus, vous, Dominikios, quelle pourrait être l'explication que vous donneriez à ça? Je pense qu'on se ment à nous-mêmes. On est dans un confort. C'est-à-dire que la trajectoire, en fait, il y a une sorte de déni. La trajectoire à suivre pour arrêter cette destruction, elle est pas facile. Enfin, moi, j'ai rencontré, lors de mes différents travaux, lorsque on faisait des exercices de comptabilisation au CARE dans des fermes agroécologiques, des personnes des bénévoles qui étaient sur les exploitations agricoles, certains vivaient à 2 tonnes de CO2 par an, qui est la trajectoire. C'est une vie d'ascétisme. Donc en fait, la trajectoire ou comment il y a, en fait, regarder les choses en face, c'est pas facile. Donc on a une sorte de déni et ce que CARE, il faut sortir de ce déni. Et tant qu'on ne sortira pas de ce déni, on continuera à détruire. Et pour rendre ce déni acceptable, on fera quoi parce qu'à la fin, personne n'est complètement mauvais ou personne n'est complètement bon, mais finalement, pour nous, on se berce d'illusions qu'on est qu'on est sur la bonne direction. Tout le monde pense aujourd'hui, ah oui, on s'en occupe, on en parle beaucoup, et en fait, non, on n'est pas du tout dans la bonne direction. Année après année, on détruit de plus en plus
d'espaces de forêt, d'océans. Le climat va nous rattraper. On va voir effectivement avec la trajectoire. En fait, aujourd'hui, la trajectoire 1,5 degré, elle est ambitieuse, mais on souhaite en 2050 ne pas émettre plus que ce qu'on est capable d'absorber au niveau de la planète. Donc en fait, on va continuer à augmenter le taux de gaz carbonique qui est dans l'air jusqu'en 2050. Et plus on fera tard les efforts, plus ça sera dur pour arriver à une neutralité. Et après, il faudra des centaines d'années pour réabsorber ce gaz carbonique. Donc l'effort, il est très conséquent, et donc il y a un vrai challenge de société. Et aujourd'hui, effectivement, en fait, on a toujours du mal à regarder les choses en partie. C'est là où la comptabilité est quand même a une vertu, mais par contre, cette vertu, elle est implacable. C'est que en phase de débit, j'ai des crédits. Et donc, en fait, on revoit, tout le monde veut bien regarder les crédits qu'il a vis-à-vis de la nature, mais on ne veut pas regarder finalement les débits qu'on a vis-à-vis d'elle. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on lui doit, qu'est-ce qui est à notre crédit, qui est en comptabilité ce qu'on doit, qu'est-ce qu'on doit à la nature. Et c'est effectivement il y a beaucoup à faire. Après, il faut regarder de façon 360. C'est pas parce que je fais une éolienne que j'ai résolu le problème de la trajectoire carbonée. Une éolienne pose, enfin, c'est un sujet humour. Une éolienne apporte un certain nombre de solutions, mais elle ne donne pas toutes les solutions. Donc, il faut bien réintégrer dans l'ensemble quels sont les bénéfices, quels sont les coûts, et quel est le coût en capital naturel d'une éolienne, quel est le coût en recyclage des matériaux qui sont utilisés, le recyclage du béton qui est en bas d'une éolienne, qui construit ces éoliennes, hein, quelles sont les équipes qu'on emploie sur les chantiers des éoliennes, et en se reposant ces questions, on a une vraie vision du capital naturel d'une éolienne et enfin, on prend la décision en toute connaissance de cause. Alors qu'on voit, par exemple, sur ce sujet des éoliennes, des débats assez violents où on se lance un certain nombre d'invectives à la tête en disant c'est bien, c'est pas bien, etc. Mais en fait, il n'y a pas de vision objective du sujet. L'intérêt de CARE, c'est on fait une évaluation ontologique de l'impact d'une éolienne sur toutes ses dimensions, naturelles et humaines, et à la fin, le choix on le fait en toute connaissance de cause. Et on sait également quelle va être la contribution des éoliennes ou des centrales nucléaires, ou etc., à la trajectoire carbonée. Et après, on ne se rend compte pas non plus de blague, c'est que de toute façon, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la somme de ce qu'on peut faire en nucléaire, en éolienne et en voltaïque, etc., ne représentera qu'une petite part de notre besoin en énergie. Donc on ne passera pas, on n'évitera pas la nécessité de réduire notre consommation. Et c'est ce langage de vérité qui est difficile à avoir, parce qu'en fait, il faut comment on peut l'avoir, comment on peut le partager. Et lorsqu'on parle de croissance verte, on essaie d'éviter ce langage de vérité, avec en conséquence plein de faux semblants, plein d'incohérences qui font qu'on a des débats assez animés, mais qui ne sont pas les vrais débats, qui sont les débats qu'on voit, qui sont peut-être sur ce qui est vrai ou pas vrai, mais est-ce que c'est important ou pas important, et reclasser l'ensemble dans son effet, dans son vrai impact. Et moi, ce qui me séduit dans CARE, c'est que c'est un peu comme un sudoku, on ne peut pas y échapper. Sur un sudoku, à un moment, on peut tricher, mais à la fin, hein, il va refaire à zéro parce que ça ne le fait pas. Et avec CARE, on ne peut pas échapper à se poser les vraies questions. Vous parliez de ces 10 tonnes qu'il va falloir réduire pour arriver à 2 tonnes si on veut tenir la trajectoire et ne pas dépasser les 2 degrés qui nous pendent au nez de plus en plus vite. Tout ça, ça veut dire que ce n'est pas seulement couvrir les champs d'éoliennes et de fermes solaires. Ça veut aussi dire qu'il va falloir décroître, qu'il va falloir être beaucoup plus sobre et qu'il va falloir moins produire et moins consommer. Je dirais que quelque part, là, vous êtes déjà dans la conclusion de CARE. En fait, CARE, moi, en fait, ce que permet CARE, c'est de donner un outil qui permet de se poser les questions et de mettre des trajectoires qu'on peut piloter. Alors, probablement, ce que vous dites, ça sera une des conclusions de CARE. Et en fait, je ne veux pas préjuger, c'est sur l'ensemble des débats des capitaux, c'est qu'est-ce que je dois faire de façon efficace pour les préserver et comment je pilote
ma trajectoire. Effectivement, il y aura un besoin de décroissance ou de réduction de la consommation, mais elle sera quelque chose qui sera la conséquence d'une analyse où on met noir sur blanc l'ensemble des éléments, et ça ne sera pas une décision qui est prise de nulle part. Et à ce titre-là, il y a par exemple une initiative qui a été faite par Carbone 4, hein, qui s'appelle Net Zero Initiative, qui est disponible sur leur site, hein, Carbone 4, et ben, on peut voir pour chacun à travers cette méthode, c'est quelle est, en fait, ils mettent trois piliers. Un pilier qui est qu'est-ce que je fais pour réduire chez moi, je réduis dans ma chaîne de valeur, qu'est-ce que je fais pour enfin, réduire ma consommation, qu'est-ce que je fais pour permettre aux autres de ne pas consommer. Donc ça, c'est les effets bénéfiques d'un métier qui est bénéfique en termes de réduction des gaz à effet de serre. Et puis, qu'est-ce que je fais pour compenser? Mais ces trois piliers différents, et ces trois piliers, on ne les compense pas. Ces trois piliers qui font partie des trois types d'efforts qu'il va falloir faire, qu'on peut piloter. Et après, on se donne des objectifs à partir de ce type d'outils. Et ces objectifs-là, c'est quoi les moyens que je vais y mettre ou c'est quoi le modèle d'affaires que je vais pouvoir mener pour être cohérent avec ces objectifs. Mais ça, en fait, CARE force à se mettre en cohérence entre le modèle d'affaires et les efforts de préservation qu'on fait avec les objectifs qu'on se donne. Comme j'évoquais, hein, la méthode du Sudoku, il n'y a pas de, il y a une solution. Donc, c'est bien l'approche de la permaculture. À tout problème, il y a une solution. Mais la solution, elle passe bien par la résolution du problème et pas par une fausse résolution. Et donc, c'est de faire émerger ce mode ou ces comportements que CARE permet. Et l'intérêt ou la beauté du geste, c'est que la comptabilité, c'est un outil universel. Tout le monde dans une entreprise est censé faire une comptabilité pour justement rendre compte vis-à-vis des actionnaires. Et donc là, eh ben, il suffit d'étendre le référentiel comptable à d'autres éléments, mais on a les outils, on a les comportements, et après, il faut utiliser effectivement les efforts qu'on fait, que ce soit scientifique ou en termes de sociologique ou pilotage de la société. Tous les efforts qu'on fait aujourd'hui, il faut les réutiliser pour définir les bons indicateurs ou les bons processus de préservation plutôt que d'utiliser des scientifiques pour encore plus détruire ou plus, par exemple, pour le domaine de l'agriculture, comment utiliser les produits sanitaires ou comment utiliser des engins mécaniques, etc. Qu'une partie de la recherche qui est utilisée dans ce secteur-là, hein, qui est une grande partie, une grande préoccupation de tout l'environnement scientifique et technique autour de l'agriculture, ben, de remobiliser l'ensemble de ces efforts vers le pilotage de ces capitaux naturels humains. Donc il faut aussi mieux utiliser les moyens dont on dispose aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas non plus se leurrer, demain, on n'aura pas plus de moyens que hier. Donc il faudra aussi être capable de trouver des solutions avec les moyens qu'on a. Ça ne sert à rien de trouver un système idéal qui marchera quand la Terre aura disparu. Quelque part, c'est intellectuellement satisfaisant, mais ça ne sert à personne. Donc il faut aussi avoir une approche pragmatique, tant sur comment mobiliser des moyens qui existent, et puis après, on peut passer par étapes, hein. On peut commencer par le capital climat, hein, puisqu'on a déjà beaucoup de travaux, et notamment ces travaux comme ceux de Carbone 4, où on a défini ce que c'était une trajectoire qui allait préserver le climat. Il y a encore des climato-sceptiques, mais enfin, ceci dit, je pense qu'il y a un relatif consensus sur la trajectoire du GIEC. Et quel est l'effort de chacun pour respecter la trajectoire de 1,5 degré. Et ces efforts, comment ils se valorisent en termes de temps, d'investissement, et on suit le remboursement de cette dette sur la trajectoire. Alors, il ne faut pas se leurrer, hein, cette dette, elle est importante, hein. Je reciterai l'appel qui a été fait pour une finance qui a été fait, je crois que c'est en décembre. C'est juste que je retrouve le nom de la fait. Je vais reprendre tac, tac, tac. Du coup, pour être très précis. Tac. Oui, appel à une finance de progrès social et environnemental, hein, qui a été une tribune qui a été publiée en fin 2019. Et en fait, dans cette tribune, hein, qui a été signée par notamment des écoles de commerce, je crois qu'il y a les
qu'il a signé ou parmi celles qui l'ont signé, l'évaluation de la restauration du climat, c'est 93 000 milliards pendant 15 ans pour la planète. 93 000 milliards, le PIB annuel, il est de 90 000 milliards. Donc c'est 15 années de PIB pour restaurer le climat. Ceci dit, à l'exemple du coronavirus, on s'aperçoit rapidement que ce dont on parle lorsqu'on a une crise, on a une crise sanitaire, mais la crise sanitaire qu'on a aujourd'hui, pour autant, tout autant dramatique qu'elle soit, elle est sans commune mesure avec l'ensemble des crises climatiques et humaines qu'on va avoir devant nous. Donc on n'aura pas une crise à gérer en même temps, on en aura plusieurs. Mais en termes de mobilisation, on voit tout de suite qu'on parle de 5 ou 10% de PIB. Donc ceux qui parlent de croissance verte avec un impact de quelques points de PIB, à mon sens, c'est un déni. C'est un déni de la réalité qui nous attend. Il faut découpler PIB et énergie. C'est un peu une licorne. On recommence à en parler avec cette crise climatique qui est déjà en cours. C'est quoi votre avis là-dessus? Après, ça c'est une conséquence. À la limite, par rapport, moi je suis pas un économiste, mais je pense que ce sera une conséquence de la façon dont on compte. C'est que de toute façon, aujourd'hui, quand on parle du PIB ou de la croissance qu'on a aujourd'hui, c'est une croissance où on ne compte pas tout. Donc, on compte mal, c'est-à-dire on compte une toute petite partie, là où on est sous la lumière, et puis on dit là, je vais croître, et en fait, on décroît. Donc, en fait, moi, je ne vais pas parler de décroissance, parce qu'on est déjà en décroissance. Si on compte l'ensemble de coûts de restauration des capitaux naturels et humains, on est déjà en décroissance. Si on comptait correctement, moi qui suis dans la finance, il y a toutes les évaluations de produits financiers, il y a l'évaluation cash basis et puis une évaluation mark to market. Si j'actualise tous mes flux futurs, dans des produits financiers, on a des gros versements au départ. Alors on dit, bah, si on met tout de suite ça en profit, bah, l'ensemble des charges qui correspondent au remboursement de ce qu'on a eu au départ, en termes de valorisation, bah, il faut tout de suite les discompter parce que sinon, le profit qu'on a aujourd'hui, c'est des pertes certaines pour demain. Donc en fait, aujourd'hui, moi je ne dirais pas qu'il faut passer d'une phase de croissance à une phase de décroissance. Je dirais plutôt qu'il faut passer d'une phase où je compte mal et de façon incorrecte et je compte qu'une petite partie des choses et je compte tout pour prendre les bonnes décisions. Et l'image qu'avait, pour montrer comme quoi on compte pas très bien aujourd'hui, c'est l'image qu'avait Jean-Marc Jancovici en introduction à l'Assemblée citoyenne pour le climat, où en fait il comparait la Terre en disant finalement qu'est-ce qu'elle apporte la Terre? C'est un endroit, l'espace il fait froid, il n'y a pas d'air, on ne peut pas manger, et la Terre nous apporte à peu près ça. Alors il y a plus que ça, mais déjà c'est un minimum. Qu'est-ce qui fait la même chose que ça? Eh ben, il y a une station spatiale. La station spatiale, elle coûte aujourd'hui 100 milliards. Il y a 6 habitants, c'est 15 milliards par habitant. Et si on suppose qu'on amortit cette station spatiale sur 1000 ans, ça fait 15 millions par an. Et le PIB par habitant, il est de 15 000. Donc en fait, ce qui est fourni gratuitement par la Terre, sa valeur de reconstruction, si on n'y prend pas garde, hein, et ben c'est 15 millions par an versus 15 000. Donc on voit bien que notre optimisation des 15 000 euros, elle peut paraître tout à fait ridicule. Et je dirais quelque part, quelqu'un qui prend du recul et qui regarde la façon dont on agit, ne peut pas comprendre. Enfin, si Dieu existe, s'il nous regarde, il ne comprend pas. Et il se dit, mais comment je peux remettre tout ce beau monde dans le rééclairer sur ce qui est important ou ce qui n'est pas important. Et Kerr, c'est se reposer la question sur ce qui est important. Donc, moi, je ne parlerai pas de croissance ou décroissance. Je dirais qu'aujourd'hui, je parlerai de compter bien de compter mal à compter bien. C'est comme si j'ai un avion qui décroît de 1000 mètres par seconde. Même si je regagne 10 mètres par seconde, à la fin, je décroît quand même de 990 mètres. Donc, net, par rapport au sol, ce qui est important, c'est que je baisse de 990 mètres par seconde. Enfin, pour le pilote, s'il souhaite arriver à bon port. Enfin, bon aéroport. Pour que nos lecteurs et nos auditeurs comprennent bien, est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple concret de CARE appliqué à une ferme en agroécologie? L'exemple concret de CARE appliqué à une ferme agroécologique, effectivement de voir dans cette ferme, déjà c'est de faire une évaluation, ce que j'évoquais, ontologique de cette ferme, c'est qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui fait que cette
qu'est-ce qui a un impact sur cette ferme? C'est quel est son sol, comment elle l'utilise, quel est son impact, l'impact de son activité sur son sol, euh, quelle est la biodiversité, comment elle utilise la biodiversité dans son environnement, l'eau, quel est son bilan en eau dans son écosystème, l'énergie, l'atmosphère, quel est son bilan carbone. Donc sur ces différents éléments, de faire les analyses d'impact et quel est l'impact du modèle de la ferme vis-à-vis de ces différents capitaux, en quoi elle les dégrade et comment qu'est-ce que je peux me donner comme objectif de restauration. Donc c'est ça sur la partie capitaux naturels. Après, capital humain, quel est mon patrimoine? Qu'on voit dans la nature, qu'on se balade dans la nature, on voit beaucoup de fermes dont les bâtiments ne sont pas très bien entretenus. Quel objectif je me donne en termes de restauration patrimoniale? Qu'est-ce qu'attendent les voisins? Euh, Après, plus important, c'est qu'est-ce qu'attendent les gens qui vivent sur la ferme? C'est quoi un salaire décent pour les gens qui vivent sur la ferme, les gens ou les agriculteurs, leurs familles, les personnes qui en vivent et qui en sont salariés? Quelles sont les attentes des voisins. Par exemple, on voit je vois l'exemple de Cœur d'Essonne, hein, sur lequel Ferme d'Avenir a fait un projet avec l'agglomération qui s'appelle le projet Cézanne. Cœur d'Essonne, c'est 200 000 habitants, 60 agriculteurs. Les 60 agriculteurs vivent sur la moitié du territoire. Ça donne aussi une responsabilité d'un agriculteur vis-à-vis de ses voisins en termes d'accès, en termes d'esthétique de l'endroit où on est, en termes éventuellement d'impact. Hein, si je mets une éolienne, quel impact sur le paysage de mes voisins? Si je traite, quel est l'impact vis-à-vis d'eux? Donc effectivement, l'impact sur mes voisins. Et puis, qu'est-ce qu'attend la collectivité? L'impact, les maires, etc. Ou qu'attend la collectivité de la ferme? Une fois que j'ai évalué à travers sur ces différents paramètres, quel était mon impact, quelles étaient les attentes, c'est d'évaluer avec l'agriculteur quels sont les efforts que je dois faire pour les préserver. Ça, c'est en théorie, donc je valorise le capital. Et après, je regarde à travers les éléments comptables, en partant du bilan financier, qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui est fait en termes de remboursement de la dette, qui est une première partie. Donc, je remets une partie des efforts déjà faits en remboursement de la dette et j'identifie quel est le niveau de dette environnementale et humaine de la ferme à la fin du bilan. Donc, je parle d'un bilan financier au départ, je réévalue les capitaux et ensuite, je rends compte des efforts et de la solvabilité de la ferme agroécologique vis-à-vis de ces trois capitaux. Et après, par la suite, c'est d'intégrer le pilotage de ces capitaux au quotidien, fait par la ferme, et de les mettre au cœur du pilotage de la ferme agroécologique, et pour périodiquement rendre compte de ces efforts à travers la comptabilité. Donc voilà, c'est ce qu'on a mené avec Ferme d'Avenir. Donc au départ, c'était une expérimentation qu'on avait fait en 2016-2017, hein, avec notamment le support d'AgroParisTech, de Compta Durable et de scientifiques, autant du point de vue écologie ou sciences humaines. Et on avait fait une évaluation sur 3 fermes on avait fait un premier, pour aller vite, un premier raccourci en prenant comme principe que ce qui était fait correspondait à ce qu'il fallait faire pour rembourser les capitaux. Donc ça a permis de visualiser directement les efforts qui étaient faits au regard des capitaux naturels et humains qui n'étaient pas visibles dans la comptabilité classique. Donc ça, c'était le premier effort qui a permis d'avoir une première victoire rapide. Et puis, progressivement, on fait avec des fermes du réseau, on va plus en amont sur l'évaluation des capitaux et de montrer la différence entre c'est parce que je suis dans une ferme agroécologique que je fais tout bien et parfois j'ai aussi des dettes qui s'accroissent et ça permet de corriger le tir si c'est nécessaire. Et donc on arrive à chaque fois à un bilan carré qui part du bilan financier de départ et on arrive bien en bilan partie double et à un profit revisité, non seulement le profit financier, et on identifie quelle est la partie du profit durable au sein de ce profit financier qui a été dégagé par le comptable, qui doit être CR France ou qui est le comptable qui a établi les comptes de la ferme. Donc voilà ce qu'on fait. Et aujourd'hui, il y a aussi un centre d'expérience
qui sont menées au-delà. Donc ça, nous, c'est ce qu'on fait au niveau des fermes en termes d'expérimentation, toujours en support et en lien étroit avec la chaire de comptabilité écologique d'AgroParisTech. Ce n'est pas nous qui avons inventé les méthodes. Nous, ce qu'on souhaite, notre sentiment, c'est que la seule façon d'assurer la transition agroécologique, alors j'espère que c'est ce que mon propos a mis en évidence, on ne peut pas y arriver si on compte pas bien, et de même que la transition écologique ne peut pas se produire en comptant mal, la transition agroécologique ne peut pas se produire si on compte mal. Donc nous ce qu'on veut, dans notre action de promotion, ce qu'on souhaite, on ne veut rien, ce qu'on souhaite, ou notre vision, c'est que si la transition agroécologique doit se faire, elle ne peut se faire qu'en comptant différemment la façon dont en comptant différemment la performance d'une entité agroécologique. Alors ça peut également être utile pour la ferme vis-à-vis de l'adoption de prêts bancaires. On voit qu'il y a la réforme de la PAC normalement post-2020. Ça pourrait être également la façon dont les aides PAC sont distribuées, également les données en fonction de critères comptables de type CARE. Ça pourrait être une façon d'utiliser correctement ce type d'effort. Mais enfin, là, on n'en est pas encore là. Hein. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est promouvoir cette méthode pour qu'elle s'impose comme outil de pilotage de la transition agroécologique. Ah oui, dernier point, ce qu'on a d'ailleurs fait avec Carrefour, c'est des travaux pour identifier quel est le vrai prix de revient des aliments. Et l'idée, ça serait de pouvoir mettre en face du prix de vente dans les magasins et ben, le prix de revient, non seulement financier, mais le prix de revient environnemental et humain. Ce qui veut dire qu'une tomate bio, ben, si elle a été cultivée dans la plaine d'Almeria, on voit le coût environnemental d'utiliser les nappes phréatiques abondamment pour les produire, et également le coût humain d'utiliser des travailleurs immigrés logés dans des camps de concentration et qui sont utilisés comme main-d'œuvre corvéable à merci pour produire ces tomates. Donc, ce qui montre bien qu'avec CARE, il n'y a pas le bien et le mal, c'est CARE illustre ce qu'on fait. Et ce n'est pas parce qu'une tomate est bio qu'elle est bien ou qu'elle n'est pas bio. Simplement CARE, c'est la vérité des prix, c'est la vérité des choses et c'est la transparence. Et là, on voit le levier que peut avoir le consommateur en connaissant exactement quand il achète quelque chose, c'est quoi son prix de revient. Et si c'est transparent, peut-être qu'il sera prêt à payer plus cher un produit dès lors que ce n'est pas au détriment d'un travailleur utilisé comme un esclave ou au détriment de la nappe phréatique d'un environnement qui deviendra un désert dans les 20 ans qui viennent. Et peut-être dans les expérimentations, donc il y a aussi aujourd'hui au sein de la chaire AgroParisTech un certain nombre de travaux qui sont menés pour également essayer de mettre en œuvre ce type de méthode CARE. Il y a LVMH qui travaille en collaboration avec la fondation AgroParisTech sur la chaire de comptabilité écologique, qui a un projet d'utiliser CARE sur l'ensemble des vignobles de Champagne, par exemple. Il y a un projet qui est Carrefour, dont je parlais, dans l'évaluation des prix de revient alimentaire, mais également évaluation en comptabilité CARE d'un magasin ou des magasins Carrefour. Ça peut être, il y a aussi un projet avec Fleury-Michon, il y a des projets, il y a les expériences en PACA, dans lesquelles il y a Ricard et puis également Auchan qui sont partie prenante, qui va délivrer un certain nombre de résultats au premier trimestre. Donc il y a pas mal d'expérimentations qui sont menées également dans l'industrie. Donc CARE, c'est pas uniquement pour l'agroécologie, c'est également, ça s'applique à toute forme d'activité économique humaine, qu'elle soit agricole ou non agricole, et qui a besoin effectivement d'une évaluation des efforts qu'on a à faire pour préserver le capital financier, naturel et humain. Est-ce qu'il y a des sociétés, des structures qui sont allées au-delà de l'expérimentation, évidemment autres que fermes agroécologiques, et qui ont adopté CARE et qui peuvent faire des retours d'expérience sur la méthode et sur ce que ça apporte à leur entreprise? Aujourd'hui, on n'en est pas encore là, puisqu'on a plusieurs entreprises. C'est les entreprises que je citais qui sont plutôt dans les phases d'expérimentation. Je ne dirais pas qu'elles ont expérimenté, qu'elles ont adopté. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, la crainte que j'ai en allant à la vitesse où on va, en termes d'expérimentation progressive, c'est d'arriver à une méthode juste, mais qui arrivera à produire ses fruits un peu tard par rapport aux enjeux agroécologiques ou écologiques.
Donc l'idée aujourd'hui, je pense qu'en parallèle de ces actions d'expérimentation, il faut des actions d'accélération, je dirais entre guillemets, politiques, et avec l'identification sur ces sujets, mettre plus d'efforts. Il y a peu d'efforts hein, qu'on voit la mise en place de normes comptables, c'est beaucoup d'efforts. Hein. Les IFRS, qui est le nouveau corps comptable qui a été adopté en 2005, on a que sur la base d'une comptabilité qui était utilisée par les Américains, ça a nécessité des heures ou des millions d'heures de travail. Donc, mettre en place un nouveau corps comptable, c'est des heures de travail. Donc, il faut déjà prendre la décision de le faire et changer de braquet en termes de décision. Donc, il faut avoir conscience. C'est la prise de conscience, de décider de le faire et après de se trouver de façon phasée en se donnant un horizon de temps 2025 ou 2030 ou l'ensemble de déploiement et de commencer par des victoires, je dirais entre guillemets, faciles. Et par exemple, une première proposition que je pourrais faire, c'est l'ensemble des engagements RSE que se donnent les entreprises, puisqu'elles ont déjà défini ce qu'elles devaient faire en termes aucune entreprise ne dit aujourd'hui qu'elle ne va pas respecter la trajectoire du GIEC, au moins officiellement. Et ben, l'ensemble des plans RSE des entreprises de les valoriser en méthode CARE. Donc ça, c'est quelque chose qui serait illustratif, c'est d'intégrer dans le financier l'extra-financier au même niveau que le financier. Ça, c'est le genre de choses qu'on pourrait déjà illustrer à terme d'expérience et on pourrait demander à l'ensemble des entreprises de produire ces comptes à titre indicatif. C'est le genre de choses qui pourraient aujourd'hui être menées rapidement. Mais aujourd'hui, sans une incitation ou un changement de braquet, je ne pense pas qu'on aura rapidement une entreprise qui va utiliser CARE comme étant le cœur de sa production comptable, pour la simple et bonne raison que CARE, par construction, identifie des dettes qui ne sont pas identifiées aujourd'hui dans la comptabilité actuelle. Donc, c'est en intégrant des dettes complémentaires, c'est des remboursements de dettes à faire, et ces remboursements de dettes, ils se visualisent à travers l'amortissement des actifs contrepartie du capital qu'on aura identifié. Donc, en général, CARE va plutôt dégager du profit dégagé, la partie durable, du non durable. Donc alors en termes de communication et de trajectoire, c'est bénéfique pour la société, mais à court terme, il faut être capable de le communiquer et ça peut être des montants assez importants. Et des fois, on peut se retrouver, c'est comme un sudoku, en étant en méthode CARE, on peut trouver que le métier qu'on a n'est pas compatible avec la préservation du capital qu'on dit vouloir préserver. Et donc, c'est là où il faut faire un changement de stratégie. Mais ça peut être aussi profitable, hein, puisqu'en fait, on voit bien qu'il y a des entreprises qui ont profité d'un changement de stratégie profond. Hein, dans un sujet qui n'a rien à voir, Danone, c'était au départ BSN Gervais Danone, c'est parti d'une stratégie du contenant vers le contenu. Donc, on peut aussi changer complètement une stratégie en étant un leader mondial après sur un métier sur lequel on n'était pas. Donc ça peut aussi donner un coup d'avance sur le métier dont on aura besoin en 2030 ou en 2050 par rapport aux enjeux de ce moment-là. Par contre, il faut trouver la trajectoire. Et ça, c'est tout l'exercice qui est compliqué. Et dans les réflexions que j'avais, travaux avec Alexandre Rambaud, à un moment j'évoquais en disant finalement CARE, c'est un peu la parabole du pharisien où Jésus, les pharisiens viennent voir Jésus en disant en présentant un denier ou je ne sais pas quelle était la monnaie à l'époque des premiers chrétiens, et en demandant, il y a César qui est sur cette monnaie-là, est-ce qu'il faut payer l'impôt à César? Et ce que dit Jésus, il faut rendre à César ce qui est à César. Il fait donc un peu c'est ce qu'on dit sous capital financier, pourquoi pas, mais il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et qu'est en paraphrasant, il faut bien rendre à la nature et à l'homme ce qui est, et ça ne se compense pas. Donc, CARE, c'est en soutenabilité forte, donc on ne va pas compenser ce qu'on doit à Dieu par de l'argent, hein, les indulgences, ça n'existe pas. Et le dernier, alors la remarque m'avait fait Alexandre à l'époque en disant, mais attention, il y a une chose qui n'est pas quantifiable, c'est l'art d'entreprendre. Et le fait de mener une bonne entreprise à bon port en ayant les bons indicateurs, ça ne va pas se mettre en équation. C'est là où il y a l'intuition, il y a l'entrepreneur, il faut laisser la liberté d'entreprendre. C'est là où je suis très prudent quand on pose la question ce qu'il faut faire. Moi, je ne dis pas ce qu'il faut faire. Je dis comment il faut compter. Et après, ce qu'il faut faire, c'est l'intelligence de l'entrepreneur qui va trouver la solution. Qu'est-ce que vous répondriez en premier lieu
à une entreprise qui vous dit moi, je vais pas adopter CARE parce que je vais perdre des investisseurs. C'est pas possible pour moi. Ce modèle ne peut pas être appliqué à mon entreprise à moi. Ce serait quoi la première réponse que vous lui feriez? Oui, enfin après, c'est ce que va, de toute façon, c'est la réponse que va faire toute entreprise au départ. Parce qu'en fait, au départ, une entreprise, elle est pour ses actionnaires. Bah après, j'en appelle en fait, aujourd'hui, les entreprises ont défini leur raison d'être, hein. C'est ce qui est aujourd'hui, c'est d'ailleurs tout le propos de l'évolution de la loi Pacte. Bah, c'est de relire vraiment ce à quoi elle s'est engagée et ce qu'elle s'est engagée est en lien avec ce qu'elle fait. Après, l'investisseur, comment dire, il faut aussi éduquer. Enfin, le problème, c'est comment éduquer aussi les investisseurs. On voit bien, derrière les investisseurs, c'est pas quelqu'un d'anonyme, hein. Une grande partie des investisseurs, ce sont les fonds de pension. On voit bien également, à travers le débat qu'il y a eu sur les retraites, hein, alors ça fait un peu sourire parce qu'il y a 6 mois, le sujet des retraites, c'était le sujet central. On s'aperçoit que rapidement, quand on a un problème sanitaire, ça ne devient pas si central que ça. Mais quelque part, ne distribuer que le profit durable, ça veut dire aussi que les fonds de pension ont moins de rémunération et moins de capacité à distribuer des retraites. Donc il y a aussi, euh, quelque part, les investisseurs, est-ce qu'ils sont prêts à avoir une moindre rémunération? Donc c'est aussi un changement de société. Donc je dois dire que j'ai l'humilité de dire que je ne sais pas donner, je n'ai pas de réponse directe parce que le système, le dialogue, cette question vis-à-vis des investisseurs, c'est un dialogue qui est basé aujourd'hui sur une façon de compter mal. Donc, en restant dans ce carcan de la comptabilité financière, et c'est souvent les personnes veulent mettre dans le capital naturel humain à l'actif comme opportunité profit et dégager et finalement se dire si jamais j'identifie les charges, je serai plus efficace pour compenser mes charges environnementales et je vais retrouver d'autres opportunités. C'est une logique d'opportunité-bénéfice et qui est différente de la logique de préservation. Et si on reste dans cette logique, on reste dans une logique purement financière. Et à la fin, on n'empêchera pas, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit, hein, malgré tous les efforts, que la trajectoire ne bouge pas. J'ai malheureusement, là, par rapport à cette réponse, je dois avoir l'honnêteté de dire que à part faire appel à la conscience ou faire appel à la sincérité de ce qu'on se dit, je ne peux pas, j'ai pas la réponse. Mais quelque part, pour aussi illustrer cette réponse, je vais reprendre ce qui avait été donc, en fait, lorsqu'il y a eu la loi PAC qui a été élaborée, il y a un certain nombre de groupes de travail et il y a eu un dossier qui a été, un rapport qui a été fait par Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard. Alors, Sénard, on peut penser, enfin, il est aujourd'hui directeur général de Renault. Et dans ce rapport, dans le rapport préambule à la loi Pacte, il est indiqué que toute compréhension de l'entreprise passe par la comptabilité. Donc, ça, on est d'accord. Alors, il dit que la comptabilité ne donne pas une image fidèle de la pratique des entreprises en matière environnementale et humaine, et que les dirigeants ne peuvent pas prendre une décision avisée. Une comptabilité générale devant se fonder sur l'intérêt public, selon une tradition existant en France et en Allemagne notamment, et non sur le seul intérêt privé, position de l'IASB. Donc dans ce rapport, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est historiquement, on avait des comptabilités qui étaient plus tournées vers le respect de l'environnement, mais avec l'instauration des IFRS qui a été définie par des entreprises privées, on s'en est éloigné. Et donc, aujourd'hui, que les éléments comptables qu'on a aujourd'hui ne permettent pas d'avoir une bonne décision en termes environnementaux et ni fidèles et sincères. Donc, ce qui veut dire que les comptes qu'on a aujourd'hui ne sont ni conformes, ni sincères, ni fidèles. Ça, c'est dit c'est un raccourci que je fais sur le rapport qui est fait par Jean-Dominique Senard. Alors, à l'issue de ça, ce rapport fait une préconisation, c'est la 10e recommandation d'étudier les conditions pour que les normes comptables servent l'intérêt général. Mais malheureusement, cette recommandation, il n'y a pas eu le début du quart d'un effet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu elle n'a pas été aujourd'hui, on n'a pas commencé à la mettre en œuvre. Donc je dirais, pour répondre à votre question, je n'ai pas complètement répondu. C'est en fait aujourd'hui, quelqu'un comme Jean-Dominique Sénard dit que la comptabilité qu'on a aujourd'hui, elle n'est ni conforme, ni sincère, ni fidèle. Donc, est-ce que les investisseurs d'aujourd'hui, ils sont aussi redevables
vis-à-vis des retraites qu'ils vont verser dans 5 ans ou 10 ans? Est-ce que les choix qui sont faits aujourd'hui ne seront pas non plus destructeurs de valeur et finalement, sur une vision à long terme, ne privilégieront pas les entreprises qui n'existeront plus dans 10 ans parce qu'à la fin, rien ne se perd, rien ne se crée. De prendre les bonnes décisions environnementales, c'est aussi assurer la pérennité d'une entreprise ou les bonnes décisions humaines. Par contre, il faut aussi il faut vivre demain, après-demain, après-après-demain. Et la question, c'est effectivement de passer à après-demain. Donc, il faut trouver des investisseurs. Ce que je dirais, c'est à cette entreprise de trouver des investisseurs qui ont une vision long terme, des vrais investisseurs. Et s'il est le premier à les trouver, c'est le premier qui aura la bonne stratégie. Je dirais qu'à la limite, du coup, je réfléchis en parlant, c'est d'essayer d'identifier les investisseurs qui sont sincèrement pris dans une vision long terme. Et ça existe, hein. Il y a des gens qui peuvent être très, très riches et qui aujourd'hui ne se préoccupent pas de la rentabilité financière, qui se préoccupent peut-être de laisser pour demain une image positive de ce qu'ils auront pu laisser sur Terre, au-delà d'avoir dégagé de la richesse purement financière. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent investir pour nos enfants, en fait. Est-ce qu'on peut dire que CARE, ça pourrait faire office de crash test pour évaluer la capacité de résilience d'une entreprise? Est-ce que ça pourrait être un argument convaincant? Ah bah, c'est un crash test, mais enfin, après, je ne sais pas si ça peut convaincre, mais ça peut être un crash test. Après, c'est la question de l'horizon dans lequel on se positionne. Quand on voit que le MEDEF vient de publier une lettre en demandant que les critères écologiques soient levés pour permettre de repartir une fois le confinement terminé, je dirais effectivement, le MEDEF, à travers ce que je vois à travers cet appel, j'ai plutôt le sentiment qu'on n'a pas, cette question du crash vers lequel on est n'est pas prégnante dès lors qu'on est en action. Là, on est bien en action. Et face à cette action, on a déjà cette réaction-là. Donc, ça peut servir de crash test, mais est-ce que cet argument-là, je ne sais pas s'il porte, parce que du coup, ça ne permet pas de passer la problématique du déni. Parce que là, on a typiquement un déni. Enfin, cette lettre ouverte du MEDEF, hein, que j'ai vue, hein, que tout le monde a vue d'ailleurs, parce que c'est presque confondant de sincérité et je dirais que quelque part, un moment de... Enfin, pour moi, c'est une grande douleur, parce que je me dis que des personnes intelligentes qui ont écrit ça, c'est pour moi une grande interrogation. C'est pour ça que je ne sais pas comment convaincre des investisseurs, une entreprise pour parler à ces investisseurs, parce que pour moi, j'ai une incompréhension d'avoir des personnes avec qui on fait des grandes études, qui sont cultivées, qui sont intelligents, arriver à écrire ça, je ne comprends pas. C'est du niveau de la règle de 3, ce dont on parle, et ce qui me ce que ça m'interroge sur la capacité qu'ont certains dirigeants, peut-être qui n'ont pas passé le stade de la règle de 3, je ne sais pas. Donc c'est mais c'est une vraie douleur. Et en plus, je me dis que c'est les personnes qui écrivent ça qui sont aux commandes. Et ça m'interroge. Et c'est bizarre parce que du coup, je pense que Jean-Dominique Sénard a quand même une importance dans le MEDEF. Et donc, il a signé un rapport, donc il est très conscient des problèmes. Et il laisse, ou alors ça veut dire que la voix de Renault au MEDEF, elle ne compte pas. C'est un peu schizoïde comme position. Voilà, moi, ça m'intéresserait d'avoir justement, peut-être pour répondre à la question, d'avoir un entretien avec Jean-Dominique Sénard qui a très bien vu le sujet. C'est lui par rapport à Kerr, c'est quoi sa position? Là, ça serait pour moi, ça serait riche d'enseignements, puisqu'en fait, je vois à travers ce qu'il a écrit qu'il a tout à fait compris le problème et quelle était la trajectoire pour en sortir. Et maintenant, peut-être co-construire ensemble l'argumentation qui peut permettre d'adopter une méthode de compter qui soit, j'ai entre guillemets, salvatrice pour nous, enfin pour nous tous et surtout pour nos enfants. Est-ce qu'on pourrait envisager, on cherche des solutions, une carotte fiscale pour inciter les entreprises à s'engager dans ce modèle comptable? Ou est-ce que ça, c'est Bah, une utopie aussi? oui, mais avant d'avoir la carotte fiscale, il faut avoir pris la décision. La carotte fiscale n'est qu'une conséquence. Après, on peut envisager d'avoir une imposition ou le calcul, gérer la charge fiscale qui peut être proportionnelle à la dette environnementale et humaine. Donc ça, tout de suite, d'avoir une fiscalité qui est une dérivée
du capital naturel humain. Et plus la dette est élevée, plus la fiscalité est élevée. Donc ça, c'est une fois qu'on a fait les comptes, ça c'est très facile. Et du coup, c'est ce que l'État sait faire lorsqu'il a des comptes, lorsqu'il va orienter les investissements dans tel ou tel secteur, et ben d'aller effectivement inciter soit en taxant plus, soit en aidant plus les secteurs qui vont dans la direction attendue. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais au départ, il faut prendre la décision, et il faut que cette décision, elle soit comprise de tout le monde, des citoyens et des entreprises. Donc il y a cet effort, il y a un moment, il y a il faut passer par je sais pas, un choc émotionnel ou une vision différente pour se dire oui, on doit changer. On va changer, mais pas comme on va faire un rapport qui va démarrer dans 2 ans. On change maintenant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, tout de suite, ici et maintenant, et de façon volontaire, comment on met ça dans le temps et en se donnant un horizon de temps très précis. Après la crise des subprimes ou les crises de liquidité, les régulateurs bancaires ont tout de suite mis, avec BAL4, des exigences avec un planning et avec ce qu'on appelle un planning phasé de convergence ou de conformité des différents établissements bancaires vis-à-vis de ces exigences dans le temps. Donc ça, mais ils ont d'abord défini la norme et après, les entreprises ont testé si elles pouvaient s'y conformer. Après, c'est un dialogue test, règles, test, règles, etc. Mais d'être dans une logique où en fait, la décision de changer, elle est clairement inscrite dans le calendrier. Et après, ce qui est négociable, ce qui est discutable, c'est les modalités. Et les modalités, ça se passe également dans la conviction, dans la négociation, dans les évaluations. Et à la fin, comme pour le Sudoku, on est arrivé à la solution du Sudoku. Il y a la solution qui existe, elle passe par là. Mais par contre, la carotte fiscale ne sera qu'un élément dans la trajectoire. Ça ne peut pas être une décision qu'on met tout de suite, sortie de son contexte et sans qu'elle ait été comprise. Il faut qu'elle soit comprise dans son... Et il faut qu'on soit sûr qu'elle soit efficace. Donc il faut avoir évalué qu'est-ce qu'on en attend et quel est son impact. Mais ça fait partie de la panoplie. Dans la panoplie, il y a l'accompagnement fiscal, il y a la possibilité de distribuer au point des dividendes sur des profits durables. On voit bien qu'en fait, d'une certaine façon, Bruno Le Maire a appliqué CARE en disant aux entreprises, si on vous aide, vous ne pouvez pas distribuer de dividendes. Implicitement, il a dit, vos profits ne sont pas distribuables. Ils ne sont pas distribuables parce qu'ils ne sont pas durables. Il a fait ce raccourci-là. Alors, il a fait brut. Comme il n'avait pas la méthode de compter, il a dit c'est tout qui n'est pas distribuable. Donc, c'était assez brut. Mais ce qui montre qu'on peut prendre une décision. On peut dire on ne distribue pas de dividendes tant qu'on n'a pas mis en place CARE avec ce minimum sur ce type de capitaux. Ou tant que vous n'avez pas valorisé vos engagements RSE en méthode CARE. Voilà, ça c'est le genre de dispositif qui peut permettre rapidement de rentrer dans une mécanique qui est une mécanique gagnante-gagnante. Et également, je ne peux pas vendre en dessous du prix de revient, d'évaluer une partie des coûts environnementaux et humains et vérifier que les prix de vente sont bien supérieurs, comme ce qui est obligatoire. On n'a pas le droit le dumping est interdit, qu'on est bien dans le fair trade. Au niveau d'une entreprise comme Lumo, qu'est-ce que ça impliquerait le passage à la méthode CARE? Ça impliquerait de demander, puisque Lumo est une plateforme de financement, ça voudrait dire, alors, en tant que tel, le bilan, l'impact direct de Lumo dans sa comptabilité, déjà passer en CARE, c'est de vérifier que les capitaux humains, évaluer ses capitaux humains. Donc finalement, c'est les obligations de l'UMO vis-à-vis de ses employés, vis-à-vis de ses parties prenantes. Donc ça, c'est la partie capital humain qui est plus directe. Après, la partie capital naturel, en action directe, l'impact, c'est évaluer l'impact, mais ça va pas, je dirais entre guillemets, ça va pas aller bien loin, parce qu'en direct, c'est pas une société industrielle. C'est effectivement où je loge, mon bilan carbone, faire son bilan carbone, son bilan eau, etc., et d'optimiser ça. Mais je vois que c'est déjà, ça doit pas être ça doit pas être très très loin. Par contre, ça veut dire aussi
c'est d'utiliser CARE dans l'évaluation des projets, puisque l'UMO est dans le support des appels à projets, d'utiliser un format CARE et de demander aux différents porteurs de projets de valoriser en méthode CARE les projets qui vont être financés. Et là, on aurait une vérité, et du coup, ça forcerait sur les projets d'énergie renouvelable qui sont décriés, ça donnerait une transparence sur le réel impact de ces énergies renouvelables sur l'environnement et sortir d'un débat, qui est compliqué, sur lequel on sait à la fin pas qui a raison, qui a tort, parce qu'il y a d'un côté les partisans de l'énergie nucléaire qui considèrent les énergies renouvelables comme ce développement sur le dos des capacités de production d'énergie à la demande par rapport aux énergies renouvelables qui sont disponibles que lorsqu'il y a du soleil ou du vent. Enfin, ce type de débat, ou le débat vis-à-vis des voisins ou vis-à-vis des problématiques des panneaux photovoltaïques, quel est leur impact environnemental sur l'utilisation des métaux rares, ou quel est le niveau de recyclage des éoliennes, ou quel est l'impact des éoliennes sur la santé à côté avec les ondes, etc. Enfin, toutes ces questions-là, qui sont des questions qui sont... et moi, je ne suis pas un spécialiste du sujet, donc c'est des questions que je vois se lever, sur lesquelles moi, je ne suis pas capable de donner une réponse. Mais en bilan CARE, on est obligé de donner ces réponses-là. Donc, je dirais que pour l'UMO, c'est effectivement sur des projets de financement, d'essayer de commencer de proposer d'utiliser la méthode CARE. Et peut-être que sur ceux qui sont en méthode CARE, sur les projets en méthode CARE, peut-être d'avoir un petit boni pour le porteur de projet en termes de taux, etc. Alors après, il faut retrouver, ça peut être peut-être un financement de l'ADEME, etc., de retrouver des bonis dans le financement du projet pour un projet présenté en méthode CARE. Voilà, ça c'est une action qui est concrète et qui n'impose pas non plus de faire de grandes lois et qui est une première marche. Mais qui peut être aussi une façon d'être gagnant-gagnant du discours un peu compliqué où à la fin on ne sait plus très bien si les énergies renouvelables c'est bien ou pas bien. Et donc aussi en termes de recherche de modèles d'affaires, ça peut être aussi une façon pour l'UMO de pousser la trajectoire. Et comme je viens de la Société Générale, c'est aussi peut-être de partager avec les spécialistes de financement de projets de la Société Générale l'intégration de ce type de méthode sur l'évaluation de projets, non seulement au niveau de l'UMO, mais éventuellement d'autres projets qui sont financés directement par la Société Générale, puisque l'UMO est un élément ou un outil de financement de la transition écologique. Et également utiliser ou contribuer avec la Société Générale à l'établissement d'une norme d'évaluation de projets de transition écologique avec une méthode comptable qui soit réelle. Et finalement, parce que alors moi, ça me tient à cœur parce que j'ai passé les 10 dernières années à la Société Générale, donc c'est un établissement avec qui j'ai une relation. Enfin, du coup, c'est quand même une relation assez intime, et en plus qui m'a donné l'opportunité de faire ce que j'ai fait sur les 2 dernières années. Donc ça, c'était super. Et par contre, moi, quand je vois tous les engagements RSE de la Société Générale ou de la BNP ou des Crédits Agricoles, je ne sais pas lequel des trois est le meilleur. En fait, on n'en sait rien, et en lisant les trois, ça paraît plutôt pas mal. Et je trouve que d'utiliser la méthode CARE, ça permettrait de faire la différence, la vraie différence. Et peut-être que ça permet de prouver que les trois établissements sont vraiment dans l'accompagnement de la transition agroécologique et dans le financement de ces 90 000 milliards par an nécessaire. On parle de 90 000 milliards par an au niveau de la planète. Donc, si c'est le PIB, c'est de 3 000 milliards par an pour la France. Et ce n'est pas 50 ou 100 ou 200 milliards comme on voit aujourd'hui en termes de financement de SR. Donc, ça permettrait de faire la différence et que la finance soit également un allié de l'environnement. Donc, voilà ce que je pourrais, en rêvant, comment je pourrais voir CARE et l'UMO, et CARE, et en élargissant le périmètre, CARE et la finance. Pour conclure, est-ce que vous pensez, comme l'explique Jacques Richard, qui est le concepteur de CARE, que la comptabilité telle qu'elle est pratiquée actuellement
est fondamentalement à l'origine des problèmes des sociétés capitalistes? C'est ce que j'essaie de dire depuis, c'est un peu mon propos, c'est fondamentalement ce qu'on fait aujourd'hui c'est pas par hasard qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui. C'est comme l'avion, c'est comme un avion avec un pilote automatique, hein, c'est comme le 737. Boeing a conclu que ce n'était pas par hasard que le 737 tombait. Donc depuis, il ne fait plus voler le 737 et il essaie de remédier la façon de compter. Alors nous, on n'a pas de chance, c'est qu'on ne peut pas descendre, enfin, je ne veux pas dire que Boeing a de la chance, mais au moins l'avion ne vole plus, nous on est toujours en vol. Donc aujourd'hui, l'ensemble des décisions qu'on prend, elles sont prises d'abord pour préserver les capitaux financiers. Et on voit bien dans la réaction du MEDEF que c'est d'abord la première réaction. Donc aujourd'hui, le mal qu'on a aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec Jacques. D'ailleurs, je remercie Jacques d'avoir créé CARE parce que je pense que j'aurais pas vu aussi. Alors je le remercie, oui et non, parce que du coup maintenant c'est une grande douleur pour moi parce que je vois que inéluctablement, si on ne change pas, on va cracher aussi sûrement qu'un avion. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord avec lui. Son résumé, c'est aujourd'hui, si la société humaine détruit aussi systématiquement et la nature et l'homme, c'est bien parce qu'elle n'a pas la bonne façon de compter. Et l'optimisation financière passe par la destruction euh, de l'un et l'autre, la nature et l'homme, pour le bénéfice du capital financier. Donc effectivement, à la fin, c'est destructeur du capital. Et c'est un peu, il faut changer, c'est ça qu'il faut changer. Est-ce que c'est possible? C'est aussi l'anecdote du scorpion et de la grenouille, où le scorpion qui veut être de l'autre côté de la rivière, qui demande à la grenouille de le transporter de l'autre côté de la rivière. Et la grenouille dit non, 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 je t'emmène pas parce que je te connais, tu vas me piquer. Et puis le scorpion dit bah non, je suis pas fou, je vais pas faire ça. Bien sûr que non, je vais pas le faire. Et effectivement, donc au milieu de la rivière, craque, il pique la grenouille. Et la grenouille, avant de mourir, dit mais finalement, pourquoi tu as fait ça? Parce que on va mourir tous les deux. Il dit oui, mais je peux pas m'en empêcher. Alors moi, mon rêve, c'est que les capitalistes puissent s'en empêcher justement. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, avec le mode de fonctionnement aujourd'hui, tel qu'on compte, la décision rationnelle, c'est celle qui est prise aujourd'hui. Donc il n'y a pas de, c'est pas par hasard où on est aujourd'hui. Et il va falloir, la question par rapport à la fable que j'évoquais, c'est comment faire qu'on puisse se dire, je ne peux pas m'empêcher de privilégier le capital financier. C'est ça qu'il faut rechanger, c'est de privilégier le capital financier peut-être, mais au même titre que le capital naturel humain. Et mais effectivement, ce qui se produit est inéluctable par rapport à notre façon de compter et à ce qu'on a privilégié. Et va nous amener, alors à un moment ça s'arrêtera, hein, quand on n'aura plus d'eau et on n'aura plus d'énergie, il faudra que l'argent ne servira à rien, mais je dirais que la vie sera brutale. Dominique, y a-t-il actuellement des initiatives citoyennes qui permettent de faire émerger ce nouveau modèle? Alors, il y a aujourd'hui, ce modèle peut être intégré dans des initiatives citoyennes, notamment le Ferme d'Avenir a fait une contribution à la Convention citoyenne pour le climat dans les initiatives transversales pour justement compter différemment. Donc on contribue à des initiatives citoyennes ou celles qui sont également en termes de réflexion pour le monde d'après, où il y a un certain nombre de contributions. Le groupe SOS a d'ailleurs fait une plateforme à ce titre et dans laquelle nous avons contribué. Et puis, il y a également des initiatives citoyennes dédiées. Alors, et notamment, il y a l'Alliance Compta Régénération 2020 qui a été poussée notamment par Tech for Life, sur lequel l'ensemble de personnes qui sont mobilisées sur le thème de changer la façon de compter pour un monde de demain qui soit plus durable, se sont mobilisées avec l'objectif de pousser CARE. Donc voilà le type d'initiative qui existe, soit contribuer à des initiatives citoyennes ou des initiatives citoyennes qui sont dédiées sur ce sujet et qui vont pouvoir permettre d'accompagner ou de précéder le changement dont on a parlé par ailleurs en termes de changement auprès des entreprises. Et d'ailleurs, dans les changements, il y a aussi appelé de ses voeux le changement, le président du Collège des directeurs de développement durable, qui, lors de ses voeux en janvier 2020, donc
Fabrice Bonifay, a demandé à ce que les directeurs du développement durable changent de braquet, ne soient plus les bouffons, c'est selon ses expressions, les bouffons ou les cache-sexes du développement durable, mais prennent vraiment la dimension qu'il souhaite, et notamment ce qu'il propose, c'est de démarrer les travaux sur une comptabilité qui mette la préservation des capitaux naturels et humains au cœur du dispositif du référentiel comptable. Donc, c'est aussi un espoir de voir ces initiatives citoyennes et même citoyennes entreprises qui vont pouvoir également relayer les changements des sociétés ou les changements des politiques pour un nouveau référentiel comptable. Merci Dominique pour cet entretien riche d'enseignements et de valeurs aussi. Je vous laisse le mot de la fin si vous le souhaitez. Donc en termes de conclusion, en fait, quelque part, on a parlé beaucoup de valeurs. Alors, valeur, étymologiquement, la valeur ou la création de valeur, la valeur, c'est la force de vie. C'est pas l'argent, l'étymologie, hein, c'est la force de vie. Et CARE, c'était aussi une introduction que j'avais eue lorsque j'avais fait la présentation de CARE aux shifters lors d'une mensuelle des shifters. Et que CARE, c'est la protection de la vie, en fait, c'est la protection de la force de vie. Et ce que je souhaiterais partager, c'est que CARE, ce n'est pas de la comptabilité, c'est la vie. C'est comment protéger la vie. Et CARE doit nous permettre aujourd'hui de redonner de la vie, de redonner force à la vie et faire qu'on ait un monde qui ait un demain pour nous, pour nos enfants, etc. Et ça, c'est pour moi fondamental. Et c'est vraiment au centre. Ça va être pour moi ce que j'appelle de mes voeux, c'est que ça devienne, que je puisse partager cette vision-là. Et c'est aujourd'hui une de mes douleurs, c'est que j'ai le sentiment de ne pas arriver à le partager à la hauteur de ce qu'il faudrait faire et d'être un peu comme Cassandre qui n'a pas sauvé Troie. Puisqu'en fait, et finalement, elle s'est suicidée et son suicide n'a servi à rien et Troie n'a pas été sauvé. Donc ses prédictions n'ont pas aidé, et ni son suicide. Et ce que je souhaiterais, c'est qu'effectivement, quelque part, que ce message soit partagé et entendu. Après, j'aurais un autre souhait, mais celui-là, j'y crois pas beaucoup, c'est que je me trompe complètement et que on n'aille pas inéluctablement vers ça. Mais par contre, là, je crains que je ne me trompe pas sur ça. Merci Dominique. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Anne-Catherine de m'avoir permis de partager sur ces sujets et d'avoir pu partager effectivement de façon libre sur des sujets qui peuvent impacter le modèle d'affaires et de l'humour et de son actionnaire et de façon assez libre. Et donc, je vous remercie pour cet espace de liberté. Merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.